Donc, je vais parler de météo urbaine. Donc, qu'est-ce que c'est la météorologie urbaine? Bon, l'hiver, on ne s'en rend pas spécialement compte, qui fait un peu plus chaud en ville qu'à la campagne. Par contre, l'été, souvent, c'est quelque chose faut on se rend compte. Et après, ça pose des questions pour l'urbanisme du futur, en lien avec le réchauffement climatique. Est-ce que nos villes seront toujours vivables en 2050 ou 2100? C'est un peu le sujet dont je vais parler aujourd'hui. Et c'est un sujet qui préoccupe les collectivités comme tous les temps. Donc là, par exemple, sur ces deux photos, donc là, à gauche, c'est une photo de Paris qu'il est actuellement avec Montmartre. Et à droite, c'est une vue d'artiste, d'architecte, sur comment on pourrait aménager Paris pour le rendre plus vert, des pistes cyclables au niveau des coins, etc. Qui laisse libre cours un peu à la réalisation, pour voir comment on peut rafraîchir un peu la vie. Donc, je vais d'abord présenter les contextes de l'étude. Donc, le contexte principal, c'est que la majorité des gens vivent maintenant en ville. Donc, on le savait déjà pour tout ce qui est des pays industrialisés, avec donc des taux de population urbaine très très importants, comme par exemple là en Allemagne, et dans tous les pays industrialisés, mais maintenant, on a plus d'un moitié de la population qui vit en ville, depuis déjà plusieurs années. Et ça ne va pas s'arrêter. Parce que là, on parle par exemple de tout ce qui est Chine, Inde, Afrique, encore assez rural. Mais c'est des zones qui vont se peupler, où les villes vont se peupler, où il y a beaucoup d'enjeux. Une construction aussi informelle de la ville. Donc il y a des problématiques dans nos villes en France, mais aussi des problématiques liées au changement climatique et aux villes dans le monde. Là, par exemple, les camemberts nous présentent donc l'évolution de la population urbaine en bleu par rapport à la population rurale sur les différents continents. Donc on voit qu'en 2030, tous les continents seront à majorité urbaine. Donc, il y a un triptyque qui interagit. Donc, le premier élément du triptyque, c'est la vie. Donc, la vie, parce qu'il y a une concentration de population, dont je viens de parler. Il y a une concentration aussi de biens, de capitaux, et une concentration de nuisances. Donc, pour parler des nuisances environnementales, ça peut être la qualité de l'air, les vagues de chaleur, le bruit, ça peut être des éléments comme ça, qui impactent au niveau de la vie sur le confort des gens. Et il y a les enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui sont liés. Voilà. Tout ce qui est, par exemple, la dépollution pour les impacts environnementaux. Moi, je ne vais pas parler de tous ces volets-là. Je vais parler souvent de ceux qui ont un lien avec le climat. Le deuxième élément, donc je vais le passer rapidement, c'est le changement climatique. Voilà, et donc ce qu'on peut dire, c'est que il y a une tendance au réchauffement climatique. Donc déjà, en l'état actuel, par rapport à la période pré-industrielle, donc la période avant, on commence à relâcher beaucoup de gaz à effet de serre et de gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc, après, le réchauffement climatique n'est pas homogène sur le globe, mais bon, il y a par exemple des zones où il y a déjà un réchauffement de plus de 2 degrés qui est observé. En France, c'est déjà près de 1 degré. Ça, c'est des faits établis sur des observations des stations météo dans le passé. Et ce qui est important à noter, c'est pas tant qu'il y a eu un réchauffement, c'est que ce réchauffement est très très rapide et que ça n'a jamais été vu depuis au moins des décennies et des millénaires. Les températures qu'on a actuellement à la surface de l'eau. Donc ça, c'est des évolutions de la température de l'air à l'échelle de la planète, donc depuis le début du XXe siècle jusqu'à nos jours. Donc on voit
voilà, une tendance au réchauffement, avec un petit palier plutôt dans les années 1940-1980, il y a plein d'accélération. Et juste après, donc avec, voilà, en France, un réchauffement de 1,5 degré. Et ce qu'on peut noter, c'est là, c'est ce réchauffement, il est lié au CO2 et au gaz à effet de serre de manière générale. Donc ça, c'est la concentration en CO2 depuis donc avec le plus loin 800 000 ans. Donc ça, c'est avec des carottes glaciaires comme le Marine a récupéré de ces informations-là. Donc on voit qu'il y a des fluctuations dans le passé. Et puis brutalement, là, depuis l'ère industrielle, on a une accélération énorme donc, de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, qui va donc induire le réchauffement climatique. Et là, on voit que les tendances, les échelles de temps ne sont pas du tout les mêmes que celles du cycle naturel que l'on voit. Alors, quel impact ça va avoir? Bon, je vais présenter juste l'impact sur les canicules et les vagues de chaleur. Donc, on va avoir une diminution des échanges de gel, mais les gens des choses, actuellement, c'est quelques jours par an. Et ben, en 2100, on pourrait avoir des canicules qui durent 2 mois. Voilà. Donc, alors qu'actuellement, en moyenne, on a plutôt 2-3 jours de canicule par an en France. Donc, on va se dire, oula, là, peut-être qu'il faut se poser des questions sur comment construire nos villes pour nous. Parce que ça veut dire qu'on pourrait avoir Paris, Bordeaux et Toulouse qui ont le climat de l'Andalousie. L'Andalousie est à peu près adaptée à cette température, avec traditionnellement des villages blancs qui permettent d'empêcher que ça chauffe trop à l'intérieur des vêtements et des maisons. Toulouse, c'est pas tout à fait le cas. Plutôt rose. Et là, ça va chauffer beaucoup plus. Donc si Toulouse se retrouve, il y a même des scénarios où Toulouse se retrouve avec le climat de Casablanca. Là aussi, peut-être que alors, après, la problématique principale, c'est que on ne sait pas ce qui va se passer. Ça dépend énormément des politiques climatiques qui vont être menées par les différents pays, des aléas politiques dans les différents pays. Bon, je ne vais pas citer ce qui se passe dans le deuxième pays émetteur de gaz à effet de serre en ce moment. Bon, on n'est pas forcément parti pour, dans ce pays-là, une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on va se dire, voilà. Peut-être qu'on va se retrouver avec un climat très très chaud, peut-être qu'on va se retrouver avec un climat finalement un peu plus chaud, mais juste 2 degrés plus chaud, comme le prévoit l'accord de Paris. Bon. Et là, peut-être que ça pourrait encore aller, les villes qu'elles sont construites en France. Voilà. Donc l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut anticiper ça et faire des stratégies d'adaptation au changement climatique qui sont gagnantes dans les deux cas. Un réchauffement très fort ou un réchauffement. Le troisième élément du triptyque, c'est le climat urbain. Donc il y a un élément spécifique en ville, c'est qu'il fait plus chaud qu'à la campagne. Je l'avais déjà mentionné un petit peu dans l'introduction. Alors plus chaud, ça veut dire quoi? Maupassant le dit déjà, donc en 1855. Donc je cite. Ils prirent un fiacre découvert, gagnèrent les Champs-Élysées, puis l'avenue du Bois de Boulogne. C'était une nuit sans vent, une de ces nuits d'étuve où l'air de Paris surchauffé entre dans la poitrine comme une vapeur de feu. Qu'est-ce que nous dit cette jolie phrase de Maupassant? Elle nous dit qu'il fait beaucoup plus chaud à Paris que dans les alentours boisés et dans le Bois de Boulogne. Mais ce qu'elle nous dit surtout, c'est que c'était déjà le cas en 1855. C'est-à-dire que le phénomène d'îlot de chaleur urbain, comme on l'appelle, c'est pas un phénomène récent lié au réchauffement climatique. C'est vraiment un phénomène qui existe de lui-même, du simple fait de l'urbanisation. Alors après, ça donne de belles coupures de presse de ce type-là.
Donc avec là, donc c'était une petite canicule en 2015, où donc Paris était en surchauffe, et où il y avait donc des températures de 40 degrés à Paris. Donc là, sur la carte, digne de Dubaï. Alors, 40 degrés à Paris, il faisait chaud. J'y étais justement pour donner une conférence de presse sur les canicules et le climat urbain. J'étais à 2 stations de métro de la salle de réunion, 2 stations de RER de la salle de réunion. Le RER est jamais arrivé à franchir ces 2 stations. Il s'est arrêté à la première station, après pas de n'aiguillage, il n'y a plus rien qui fonctionne. Voilà. Donc il y a des impacts, on imagine bien ce terme, mais il y a plein d'impacts de température élevée sur les réseaux de transport et sur l'économie en général. Donc, un petit focus sur le microclimat urbain dont je viens de parler. Alors, la première chose à retenir, c'est que ce n'est pas l'idée de CO2. Donc, je parle de gaz à effet de serre depuis tout à l'heure pour le réchauffement climatique. Les gens imaginent, voilà, on a plein de voitures, ça relâche plein de CO2. Ouais, donc c'est ça qui va nous réchauffer notre air. Alors, pas du tout. Le CO2 qui est là, il est relâché dans l'atmosphère, il va partir très haut dans la stratosphère et plus loin, se mélanger tout autour de la Terre et réchauffer l'atmosphère dans 50 ans, dans 100 ans. Donc l'échelle de temps est très très longue. Alors que l'îlot de chaleur urbain, on l'imagine bien, il y a des jours où il n'y en a pas. Par exemple, il y a du vent, où il pleut, etc. Ben là, c'était la même température partout. Et puis des jours où on a 10 degrés de plus entre Paris et les environs, ou 6 degrés de plus entre Toulouse et les environs. Et puis le jour suivant, à nouveau, plus d'îlot de chaleur urbain. Donc c'est un phénomène qui est rapide, qui peut changer d'une journée à l'autre. Donc c'est pas du tout lié au phénomène de gaz à effet de serre. Donc la question c'est d'où vient cette chaleur? Donc ce que je n'ai pas mentionné encore, c'est qu'il fait plus chaud, et souvent il fait plus chaud la nuit. C'est-à-dire que en journée, on peut avoir 1, 2 degrés de plus. La nuit, on peut avoir 5, 6, 7 degrés de plus. Et typiquement, en début de nuit. Mais après, cette différence de température va se maintenir au cours de la nuit. Donc, d'où vient cette température, cette chaleur supplémentaire? Donc, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui se passe à la campagne par rapport à ce qui se passe à la ville. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, ça fait les deux. À la campagne, on a de la végétation. Donc, qui dit végétation dit qu'en journée, on va avoir de l'évaporation. Et qui dit évaporation dit que en fait, c'est l'énergie du soleil qui, par photosynthèse, va être utilisée pour l'évaporation de l'eau. Donc là, on n'a pas, on a un peu plus d'énergie qui est consommée pour transformer l'eau qui est dans le sol en vapeur. Donc les plantes, elles vont prendre les racines, elles vont pomper l'eau, et c'est comme quand on veut faire bouillir de l'eau, on faut transformer l'eau en vapeur pour pouvoir utiliser de l'énergie. Donc ça, c'est ce qui vient l'énergie qui vient du sol. En ville, par contre, on n'a plus tout à fait les mêmes processus qui rentrent en jeu. Donc on a d'une part, on n'a pas tellement de végétation, pas tellement d'eau. Donc en fait, on n'a pas d'évaporation. Et une part importante de la chaleur, donc c'est la flèche qui tourne en rouge, va repartir dans l'atmosphère et chauffer directement l'air au-dessus. Mais comme ça brasse l'eau, ça va quand même se mélanger avec la température de l'air qui est à l'extérieur. Donc finalement, même si on chauffe beaucoup plus en ville, il ne va pas y avoir une différence de température si forte que ça par effet de brassement de l'air. Et par contre, il y a la grosse flèche rouge. Et ça, c'est toute notre énergie qui vient du soleil, il y a une autre partie, qui va être une grosse partie, près de la moitié à peu près, qui va servir à chauffer les murs, chauffer les toits, chauffer les routes. Bref, chauffer les différents matériaux. Mais quand on se rend bien compte, en fin de journée, quand on met la main sur un mur qui a chauffé, qui a été exposé au soleil, on sent bien qu'il est tiède. Donc je ne dis pas que c'est brûlant. Mais il y a de la chaleur qui est transmise. Même si à midi, du bitume noir, là, en plein été, on peut commencer à ne pas vouloir poser la main dessus. Et après, cette chaleur qui a été emmagasinée, la nuit, elle retourne vers l'atmosphère.
Et qui dit qu'elle retombe dans l'atmosphère, dit que ça empêche l'air de se refroidir. Donc l'air se refroidit en ville moins vite qu'à la campagne. Et c'est de là que vient donc notre effet de chaleur. Et donc c'est pour ça que quand on a notre climatique, c'est à cause du fait qu'on a imperméabilisé les surfaces. C'est pour ça que je dis que ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Parce que ça a déjà été observé par mon passant à Paris en 1855. Ça a été observé à Londres en 1820. Donc c'est des problématiques qui sont liées uniquement au fait qu'on a imperméabilisé les surfaces. Après, évidemment, plus la ville est grande, plus l'effet va être important. Donc il y a eu quelques campagnes expérimentales pour mesurer ce chaleur urbain. Alors, il y a quelques cas particuliers, comme par exemple là, Mont-Hélène, où on est en épisode neigeux, avec un manteau neigeux à peu près fait l'hiver. Là, c'est sûr qu'on va avoir un comportement particulier par rapport à d'autres villes. Donc je disais, depuis 1820, le lieu de chaleur a été observé. C'est observé donc par Luc Howard. Donc Luc Howard, c'est celui qui a donné son nom au l'échinodoute, l'échinonamus, ça c'est lui. Mais il a aussi étudié le climat urbain. Et il avait donc dans ses propriétés une au centre de Londres et deux autres à l'extérieur, donc des relevés de température pendant plus de 20 ans. Et il a mesuré qu'il y avait plusieurs degrés d'écart entre le centre-ville de Londres et la périphérie. Et ça en 1820. Donc ensuite, il y a eu pas énormément de progrès au cours du 19e ou au cours du début du 20e. Et après, bon, la science du climat urbain a vraiment pris naissance dans les années 70, avec des pionniers comme Kim Hawke, qui est là sur la photo, avec des expérimentations pour mesurer les échanges de chaleur, les échanges de rayonnement dans une forme qu'on appelle un canyon urbain. Donc là, c'était une zone industrielle de Vancouver, où il y avait plein de hangars comme ça, et ils faisaient des mesures là, en chasseur même. En disant, les hangars comme ça ressemble à peu près à la forme d'une ville réelle avec des rues, avec des bâtiments autour. Donc depuis cette période-là, il y a eu un effort expérimental important sur différentes villes dans le monde. Donc ça, c'est des campagnes de mesure auxquelles on a participé au laboratoire. Donc il y a des campagnes en France, mais on a utilisé des données de Mexico, par exemple, de Ouagadougou, de Oklahoma City, etc. Donc avec des villes très très différentes. Mais les processus clés physiques sont quand même relativement similaires. Donc ça, c'est quelques images d'une campagne à Toulouse, on avait fait il y a plus de 10 ans maintenant. Donc on avait réussi à mettre un mât 30 mètres sur le toit du Monoprix. Donc ça n'avait pas été évident, mais ça nous avait permis quand même de mesurer les échanges d'énergie entre la ville et l'atmosphère au-dessus pendant plus d'une année. Donc on a beaucoup appris avec ce type de mesure. Et c'est l'appareil à gauche, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Des ions. Ça, c'est pour mesurer le vent. C'est un anémomètre. Donc, on imagine un anémomètre à peine qui tourne avec la girouette. Et là, c'est un anémomètre où, entre chaque diode, là, on envoie une petite onde sonore, ce qui permet de mesurer dans un sens, quand on envoie dans un sens et dans l'autre sens, de mesurer à la fois la vitesse du son et la vitesse du vent. Et quand on le fait dans 3 directions, ça permet d'avoir vraiment le vent dans toutes les directions, et ça à des fréquences de 20 fois par seconde. Donc ça nous permet de mesurer vraiment l'ensemble des mouvements de l'air qui traversent, qui passent de la ville vers l'atmosphère, de ça vers la ville, et quantifier l'énergie qui est transportée par là. Donc là, c'est à gauche, on avait fait ça, il y a une perche à l'avion du Poney aussi, on arrive à le voir là. Et donc ça, on avait une vingtaine de stations de mesure. Donc c'est les petits points noirs qui sont là. Donc ça, c'est une image d'une nuit de juillet 2004, où on avait 6 degrés d'écart entre Toulouse et l'extérieur. Donc ça, c'est des cartographies qu'on a montées en collaboration avec l'Université de Jaurès, qui est un laboratoire de géographie. Mais donc, on a des mesures et on voit comment on peut essayer de spatialiser. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on avait fait ponctuellement pendant un an, en 2004 à 2005, et que Toulouse Métropole va
refaire à partir de maintenant. Donc ils ont acheté des capteurs météorologiques. 40 capteurs météorologiques en tout vont être déployés. Et l'idée, c'est d'avoir maintenant une mesure en continu de la température sur toute l'agglomération toulousaine. Là, on commence une collaboration avec les métropoles sur ce sujet, avec une thèse qui va commencer à l'automne prochain. Donc on a déjà 13 capteurs qui sont installés, d'autres qui sont en cours d'installation. Donc en gros, ça va permettre de refaire ce qu'on avait fait là ponctuellement, mais d'avoir maintenant en continu. Et je pense que d'ici un an ou deux, il y aura peut-être donc une visualisation en temps réel de la température qu'on fait à Toulouse. Alors juste une petite anecdote sur les vainqueurs pour la hauteur de la tournée de l'eau, c'est les Chinois, avec Pékin une tour de 325 mètres en pleine ville, avec autour partout des immeubles de 20 étages. Donc nous, on a eu un mal fou à réussir à installer une antenne provisoire dans le centre de Toulouse, et eux, dans le centre de Pékin, depuis maintenant presque 50 ans, ils ont une antenne de 300 mètres. Comment est-ce qu'ils ont fait pour l'installer? Elle y était avant. Elle y était avant, mais c'est différent. Ouais, elle y était avant, c'est différent. En fait, elle était à la campagne. La tour de 309. Et à Pékin, c'est pas les taux d'expansion de la ville de Toulouse qui est déjà croît énormément. C'est bien plus grand que ça. Donc là, on est au 5e ou au 6e périphérique. À Pékin. À Toulouse, on est à 1, un deuxième. C'est vraiment la ville qui s'est étendue de cours. Donc maintenant, il y a énormément de chercheurs à Pékin même qui sont spécialisés dans l'étude du climat de Pékin. Parce que pour eux, c'est vraiment une problématique en qualité de l'air. C'est très très pollué et aussi une problématique d'un point de vue température et tempête de sol. Une dernière présentation de mesures qu'on avait faites. Donc c'était des mesures qu'on avait faites à vélo, là, donc à Béliac, de Béliac Village. Et on voit, il n'y a pas les échelles, mais en gros, entre le bleu et le rouge, sur le graphe lumineux, c'est à peu près 4 degrés de différence. Voilà. Donc on a, ça veut dire qu'on a une forte possibilité de stratégie d'adaptation à différentes échelles. Donc l'idée maintenant, c'est de voir comment est-ce que, pour s'adapter au changement climatique, l'idée c'est d'essayer de prévoir quel pourrait être l'effet de ce qu'on fait. Est-ce qu'on rajoute de la verdure, ça marche? Est-ce qu'on change la peinture, ça marche? Des choses comme ça. Et essayer d'imaginer comment modéliser donc, la ville du futur. Donc là, on travaille là-dessus, donc avec d'une part un modèle qui s'appelle LEM, que j'ai développé avec des collègues au laboratoire, donc qui permet de représenter en gros les processus que je vous ai représentés. Donc ça, c'est la météorologie. Voilà. Donc c'est comment la surface va interagir avec l'atmosphère au-dessus et produire des échanges de chaleur en rouge ou en bleu ou de gaz carbonique en rouge. Voilà. Donc c'est les différents flèches qui sont franchis. Donc ça permet de simuler par exemple le climat sur une fourmi. Donc ça c'est une campagne qu'on avait faite à droite à Marseille en 2000 où on avait installé une vingtaine de capteurs. Donc le cercle c'est 100 km de Marseille avec le vieux port. C'est pas là où il fait le plus chaud, comme le montrent les observations. C'est plus chaud un peu plus à l'est, voilà, juste au nord du massif des Caroues. Et en fait, ça, on va bien représenter avec le modèle. Et en fait, c'est lié au fait que ce jour-là, il y avait un écoulement qui venait du sud, mais qui était bloqué par les calanques, donc qui faisait le tour et qui revenait par le nord. Donc il y a de l'air frais qui arrive par le nord, de l'air frais qui arrive par l'ouest. Et après, ça se chauffe, la ville chauffe la masse d'air et la zone la plus chaude est dans le centre-ville, qui est sur la côte, et un peu plus à l'ouest. Un autre exemple de ce qu'on peut faire avec ce modèle, c'est estimer les consommations d'énergie. Parce qu'on simule l'interaction entre les bâtiments et l'environnement. Et donc ça, c'est des résultats assez récents, donc toujours sur la campagne qu'on a fait récemment.
Voilà, sur comment est-ce qu'on peut représenter. Donc, à gauche, c'est la simulation du modèle sur Toulouse, et à droite, c'est des consommations d'énergie calculées à partir des relevés des grandes lignes EDF et de GDF. À l'époque. On ne sait pas les compteurs à chaque les compteurs intelligents à chaque compteur, à chaque appartement. Là, c'est vraiment l'énergie qui arrive dans la ville, qui est ensuite spatialisée à partir d'informations sur la ville. Et on voit qu'on arrive à bien représenter les consommations d'énergie. Et ça va nous permettre d'estimer dans le futur, est-ce qu'on va avoir une baisse de la consommation de chauffage? Est-ce qu'on va avoir une hausse de la consommation liée à la climatisation? Est-ce que la climatisation va dépasser le chauffage? Voilà, des choses comme ça sur les problématiques des innovations futures. Donc ensuite, il faut réussir à forcer notre ville avec des conditions météorologiques futures, donc du climat futur. Donc ça, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Une qui est assez courante et qui parle assez loin, c'est d'utiliser les situations extrêmes passées et voilà, de voir quel pourrait être l'impact si ça se reproduisait. Donc est-ce que vous avez une idée d'un épisode extrême passé qui pourrait être typique du réchauffement climatique futur? Ouais, 2003. Ah, on l'a mis en 2003. Ça, c'est vraiment la canicule qui, en climat passé, n'aurait jamais dû arriver. Sinon, il n'y a aucune chance que la canicule d'anticité existe. Et pourtant, elle arrive. Ça montrait déjà les signes qu'il y avait un réchauffement climatique en cours, mais elle est quand même très extrême et c'est un cas d'étude qu'on utilise très couramment pour estimer les. On peut aussi utiliser des modèles de climat régionaux ou de modèles de climat globaux, comme ceux que j'ai montrés en introduction. Et puis voilà, prendre les données de ces modèles de climat et les utiliser pour décrire le climat futur de différents villes. Et après étudier ce qui se passe dans les villes. Et après, ce qui commence à se faire, mais même au niveau mondial, c'est très très peu fait encore avec l'époque actuelle, où on commence à se lancer dedans, c'est directement mettre les villes dans le modèle de climat, ce qui n'est pas encore le cas, pour voir s'il y a une rétroaction entre voilà, le microclimat urbain et le climat global. Et ensuite, on alimente les modèles avec des scénarios de villes. Un scénario, on dit scénario intégré, parce qu'il ne faut pas juste avoir l'expansion de la ville, il faut avoir aussi l'évolution de la population, il faut avoir comment les usages de cette population, l'évolution du bâti aussi, est-ce que le bâti va changer, comment. Donc ça, on a travaillé beaucoup avec des économistes et des géographes là-dessus. Donc ça, c'est des exemples d'expansions différentes de l'agglomération parisienne pour différentes dates, avec un modèle qui simule voilà, l'expansion de la ville en fonction de grands équilibres économiques. Donc là, on commence à être assez loin de la météorologie. Et pourtant, voilà, là, ça nécessite d'avoir. Donc ce modèle est basé sur le fait que on a les investisseurs, ils vont soit aller construire dans le centre-ville des immeubles là où le foncier est cher, ou peut-être plus loin des maisons là où le foncier n'est pas très cher. Et après, les gens vont faire des arbitrages. Est-ce que j'habite pour un loyer plus cher ou pour des appartements plus petits vers le centre-ville, ou est-ce que je préfère habiter plus loin, mais être beaucoup plus loin de différentes aménités et du centre-ville, et perdre beaucoup de temps dans les transports. Donc après, c'est des arbitrages comme ça qui sont simulés. Ils ont fait des simulations depuis 1900. Ils ont simulé l'expansion de Paris. On donnait juste l'expansion de population. Et ça permettrait après d'estimer l'expansion du siècle passé et du siècle futur. Avec différents scénarios. Voilà, les villes plus ou moins vertes, plus ou moins compactes, etc. Et couplé à ce modèle, on utilise donc, un modèle d'architecture où on va faire des scénarios sur est-ce qu'on favorise le petit collectif ou les bâtiments, les grandes barres d'immeubles ou les maisons de ville. Voilà. Parce que pour une même proportion d'habitants, on peut avoir des formes urbaines très différentes. Hein, Paris intramuros, c'est une des villes les plus denses du monde. Pourtant, il n'y a pas un gratte-ciel d'habitation, très très peu. Il y en a quelques-uns. Mais c'est quand même pas la majorité. Voilà. Donc, on peut avoir
densité très forte de population pour assez peu, finalement, d'immeubles de grande hauteur. Et ensuite, grâce à ces études de modélisation, on peut fournir des impacts sur les niveaux de chaleur, consommation d'énergie, etc. Donc là, je vais présenter quelques études qu'on a faites au cours des 5-6 dernières années sur des stratégies d'adaptation et sur quels sont les impacts. Alors, la première chose, c'est qu'en 2100, on ne pourra sans doute pas se passer de la climatisation. La première fois que j'ai dit ça, c'était un congrès d'urbanistes et d'architectes à Euroméditerranée, donc à Marseille. Donc Euroméditerranée, c'est un quartier où ils rénovent tout ce qui était derrière le port industriel. Il y avait toute une zone qui était désaffectée. Il y avait un parc, une vieille gare de triage qui vont transformer en parc en rouvrant un ruisseau qui avait été enterré. Voilà. Donc il y a une grosse opération d'urbanisme à Marseille. Et après, il dit, c'est on ne pourra pas se passer de la climatisation. Alors là, évidemment, dans la salle, tout le monde l'a dit, mais on nous dit qu'il faut construire pour qu'il y ait plus de climatisation, pour ne pas consommer d'énergie, et vous nous dites qu'on ne pourra pas s'en passer, ce ne sera pas dit. Bon. L'idée, c'est pas forcément, on ne pourra peut-être pas s'en passer, par contre, on va peut-être limiter son usage. On n'est pas obligé non plus de faire comme tous les Américains. Hein, c'est-à-dire mettre un pull dès qu'on rentre et qu'il fait 40 degrés dehors, parce qu'il fait 17 à l'intérieur. On rigole, mais c'est pas une blague. À un moment, il y avait une université américaine où donc les gérants de l'université avaient dit finalement, en plein été, on va peut-être pas climatiser à 20, on va climatiser à 24, on fera beaucoup d'énergie, ça sera bien pour le climat, etc. Parce que c'est bien aussi pour gagner de l'argent, pour gagner de l'argent. Et ils ont mis une pétition de tous les profs et de tous les élèves. Enfin, tous les étudiants. Parce que 24 degrés, c'était insupportable en température. Bon, sachant que c'est à peu près ce qui chauffe en hiver, ce qui permet de se mettre un t-shirt qu'on fait mal dehors. Voilà. Donc l'idée, c'est de dire, on pourra peut-être pas se passer de la climatisation. Quand j'ai parlé des 2 mois de canicule, il y aura probablement quelques années, pas tout le temps, mais quelques années où il y aura une canicule d'un mois ou plus. Et là, on ne pourra pas tenir si on n'a pas des espaces climatisés. Après, on n'est pas obligé de tout climatiser, ou d'être dans des espaces climatisés en permanence. Ouais, la climatisation, c'est ce qu'on voit à la figure. C'est une photo où il y a des habitations en Chine. Et là, c'est la clim à tous les étages. Et puis, les bâtiments sont construits avec le logement pour mettre la climatisation. C'est prévu pour. Alors, les immeubles de bureaux, en général, c'est un système intégré, un peu comme le chauffage central, parce que c'est la clim centrale. Pour la climatisation des appartements, en général, par contre, c'est plutôt individuel. Il faut savoir que la climatisation, c'est bien, mais ça prend l'air chaud à l'intérieur et ça en rejette dehors. Donc, quand je dis que le phénomène principal du niveau de chaleur, c'est le soleil qui chauffe les bâtiments, tout ça, c'est vrai. Mais il y a d'autres phénomènes qui font que on en rajoute un petit peu. 1 ou 2 degrés supplémentaires. Et donc l'idée, c'est de dire que la DLE d'action permet de combiner l'adaptation et l'atténuation. Donc l'atténuation, c'est limiter les consommations d'énergie et les rejets de gaz à effet de serre. L'adaptation, c'est comment être mieux chez soi dans sa vie. Donc il y a différentes échelles qui sont là. Par exemple, dans des actions qui sont peut-être ciblées, qui apparaissent, qu'on ne comprend pas en permanence, mais lors des plans canicules, ça peut être arroser les chaussées. Ça peut être inciter les gens à aller dans les milieux climatisés. Ça peut être distribuer les zones. Voilà. Arroser les chaussées, c'est pas quelque chose de totalement farfelu. Ça se fait au Japon depuis des centaines d'années. Je crois que ça s'appelle le Shimozu. On prend son arrosoir, on arrose devant chez soi. Les villes commencent à songer à ça. Donc il y a tout ce qui est brumisateur, quand on va à Toulouse, il y a souvent ils ont quelques brumisateurs pour les terrasses quand il fait trop chaud. Par contre, même les collectivités, la mairie de Paris fait depuis 2012 des études expérimentales d'arrosage des chaussées, donc avec les laveuses.
Donc, ils prenaient la veille, ils arrosent la chaussée, et après, donc, il y avait des mesures faites systématiquement avec des stations météorologiques près de la chaussée pour voir quel était l'impact. Et ça pouvait rafraîchir d'à peu près 1 demi-degré la température de l'air sur une rue. Et la ville de Paris a eu la chance, c'est qu'ils ont un canal, je ne sais plus son nom, ça m'a pas mal. Et donc, il y avait de l'eau qui est potable, donc ils ont une bonne réserve d'eau potable pour pas utiliser. Donc, c'est pas trop un problème de ressources en eau. Donc, ils pourraient mettre ça, donc là, ils commencent à étudier, ils voient ça a un impact. Est-ce que ça pourrait être mis en œuvre sur un plus grande échelle lors des canicules à Paris? D'un point de vue ressources en eau, oui. D'un point de vue disponibilité des laveuses et des chauffeurs en plein doute, c'est moins sûr. Voilà, bon, ça nécessite d'organiser ces campagnes. La ville de Lyon aussi commence à réfléchir à des problématiques comme ça, avec des systèmes d'arrosage intégrés dans les chaussées. Donc il y a des problématiques liées on monte un petit peu en échelle, à l'échelle du bâtiment. Là, on peut rénover les bâtiments, les peindre en blanc. Donc ça peut permettre, comme dans les villages en Andalousie et en Grèce, de réfléchir à la lumière du soleil et donc éviter qu'elle chauffe le bâtiment. Ça, c'est peut-être possible à l'échelle de quelques bâtiments, ou de bâtiments neufs. Sachant qu'on voit encore beaucoup de bâtiments tout neufs qui arrivent foncés si c'est pas noir, tous, donc ils vont sait donc chauffer fortement. Et après, c'est pas des choses qu'on peut faire forcément facilement dans nos villes pour conserver leur caractère historique. Après, là, il y a des solutions technologiques qui arrivent. En disant, la technologie va venir au secours, à notre secours, c'est mettre ce qu'on appelle des toits froids, des murs froids, c'est-à-dire des murs, des tuiles qui ont la même couleur que la tuile qu'on voit d'habitude, sauf qu'elle va refléter beaucoup plus d'énergie solaire. Parce que là, il voit le spectre en rouge, vert, bleu, dans la moitié en fait de l'énergie solaire, mais il y a l'autre moitié, on ne la voit pas. Donc si dans l'autre moitié, on met quelque chose qui ressemble à du blanc très, très brillant, qui va réfléchir du soleil, on va avoir comme une peinture blanche, sauf que on pourra avoir la couleur qu'on veut. Donc ça, c'est pas donné. Les États-Unis travaillent beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup de chercheurs, la principale communauté de chercheurs sur ces thèmes-là, c'est aux États-Unis. Et ça permettrait aussi de dire, si la technologie vient à notre secours, ça évite de changer nos habitudes, mais on peut toujours climatiser. Je blague un peu, mais c'est un peu ce qui se passe. Donc là, c'est pour ça que je disais qu'il y a un levier qui peut être important, c'est les usages. C'est fermer les volets en été, c'est régler la température de la clim du chauffage de façon à consommer moins d'énergie. Et ça, d'un point de vue réduction des consommations d'énergie, c'est plus efficace que rénover des bâtiments. Enfin, sauf si c'est vraiment une personne qui n'a aucune isolation. Mais sinon, comment on utilise son bâtiment, ça on va prendre une anecdote sur les volets. C'est mes beaux-parents qui sont venus nous rendre visite en été. Donc nous, on fermait les volets systématiquement en journée parce qu'il était trop chaud. Et eux qui nous parlent, mais non, c'est pas comme ça, on ouvre en grand, on ventile, tout ça va rafraîchir. Donc résultat, à la fin de la journée, au lieu de faire 24, vous faisait 28 à l'intérieur. Après, si on va à des études encore il y a tout ce qui est végétation urbaine. Donc là, ça peut être des toits végétalisés, ça peut être des parcs, ça peut être des arbres, etc. Donc, il y a plein de moyens de végétaliser. Alors les toitures végétalisées, c'est joli. Ça marche peut-être dans le nord de la France. Je ne suis pas certain que ça a un effet rafraîchissant très important à Toulouse. Parce que une toiture végétalisée, dès qu'il fait un petit peu trop chaud, l'eau s'évapore très vite, il y a ça de sol, et il n'y a plus d'eau et les plantes crèvent. En Australie, il y a des spécialistes mondiaux des études de la végétation urbaine, on fait quelles sont les stratégies d'inversion pour avoir un usage alternatif de l'eau en ville, consommer moins, réfléchir plus, etc.
ils ont avec vent mis un toit végétalisé avec des monitories, des systèmes d'arrosage, contrôlés, etc. La végétation a quand même cramé. Donc on imagine que si tout un chacun met son toit végétalisé, pareil, la végétation va sécher. Mais tout toit végétalisé, ça peut être bien d'un point de vue de biodiversité, pour les oiseaux, ça peut être bien pour l'isolation du foie. C'est quand même une couche qu'on rajoute. Donc si on met sur un vêtement qui n'est pas très bien isolé, ça va l'isoler. Par contre, d'un point de vue rafraîchissement, c'est pas évident. Et après, donc, il y a des travaux qui ont fait aussi même au-delà de la ville. Donc là, c'est une ville qu'on avait fait sur Paris, où les urbanistes avaient dit bon, on va faire des forêts plus grandes. Donc la forêt de Fontainebleau, la forêt de Sénart, la forêt de Grandvilliers sont toutes connectées. On va pouvoir faire de la sylviculture, on va pouvoir remplacer les champs de céréales de la Beauce par la culture maraîchère tout autour de Paris. Donc là, l'objectif, c'était juste d'avoir de la consommation locale de matières premières pour éviter que l'empreinte de la ville soit trop importante. Et ça peut avoir un impact climatique parce que l'été, un champ moissonné de céréales, ça ne va pas rafraîchir, alors que les cultures maraîchères, c'est encore vert, ça peut encore rafraîchir un peu. On a vu que l'impact n'est pas négligeable. Donc sur la climatisation, je vais venir un peu en détail. Ben là, je disais que c'était 1 degré, ça peut être 2 degrés. Voilà. Donc ça, c'est des exemples, c'est la qualité de DV3, on simule sur Paris, sans rejet de climatisation, on est à peu près à l'état actuel, parce que à Paris, ils ont des centrales un réseau de froid, ils ont un réseau de chaleur, ils ont aussi un réseau de froid, ce qui leur permet d'avoir des grosses usines avec des tours aéro-réfrigérés, donc assez peu de relâchement direct de chaleur par la climatisation. Et par contre, si on passe avec de la climatisation uniquement avec des rejets secs, ce qui est dans l'air du temps, parce que les tours aéro-réfrigérés, ça pose quand même des problèmes de légionnaire. Donc là, du coup, la chaleur, on la rajoute directement dans l'atmosphère, comme ça, on a vu un impact près à 2 degrés dans les arrondissements centre, si on double la climatisation par rapport à ce qu'il y a actuellement. Donc en période de canicule. Et là, ce qui est assez paradoxal, c'est que la climatisation, c'est fait pour rafraîchir principalement quand il fait très chaud le jour, mais là aussi un petit peu la nuit, parce que c'est des nuits où il fait quand même 30 degrés. Mais l'impact est le plus fort pendant la nuit. Donc ça, c'est lié vraiment à la structure de l'atmosphère. J'ai dit que pendant la journée, il y a un brassage important. Donc ce qui fait que quand on chauffe, on rajoute un peu de chaleur par la climatisation, ou par la chaleur, c'est assez bas pour brasser, et finalement, ça ne chauffe pas tant que ça l'air, parce qu'il y a beaucoup d'air à chauffer. Alors pendant la nuit, c'est comme si on mettait un couvercle beaucoup plus bas, et même si on relâche moins de chaleur, l'air qui est en dessous, l'air est plus mince et ça chauffe plus vite. Enfin, ça réchauffe un peu plus vite, donc voilà, la même quantité d'énergie relâchée va avoir un impact plus important, et là on atteint les normes de nuit. Donc ça, c'est des chiffres qui sont typiques de ce qu'on a aussi comme les villes style Tokyo, où il y a eu des exemples de simulation à aussi 1 degré lié à l'impact de la climatisation, des rejets de climatisation. Donc c'est pas l'effet principal de chaleur urbaine qui est plutôt de 5 à 10 degrés pour des villes de cette taille-là, mais ça contribue quand même. Et ça indique que ça aggrave le chaleur, et donc ça aggrave les habitants ou les usagers qui n'ont pas accès à la climatisation. Et c'est pour eux, il va faire encore plus chaud. Donc ça pose quand même aussi des problèmes d'équité. Donc végétaliser la ville, ça a un avantage. La végétalisation, c'est que ça n'a pas vraiment d'inconvénient. D'un point de vue microclimatique, c'est bien, ça va rafraîchir. Donc là, c'est des impacts sur Paris, on arrivait à 1 degré en végétalisant. On voit la moitié des parkings, des places, des trottoirs, etc. On laissait les routes, on laissait les bâtiments. Ça permettait déjà de végétaliser pas mal. Et de rafraîchir assez fortement la nuit. Toujours en période de canicule de 2 mètres. Donc ça, c'est un axe que suivent la majorité des collectivités. Toutes les métropoles travaillent sur les trames vertes et bleues, c'est-à-dire en gros les corridors de végétation et les rivières ou les lacs. Comment optimiser le placement de la végétation
pour réfléchir au maximum. Alors ça, c'est la question qui nous tombe dessus tout le temps, et c'est la question à laquelle on ne sait pas répondre. Parce que ça va dépendre, il n'y a pas de réponse universelle. Pareil pour quelle forme urbaine est la mieux, est-ce qu'il faut des maisons de ville, des immeubles de gratte-ciel. Ça va dépendre énormément de la configuration géographique de la ville, du bâti existant. Voilà, est-ce qu'on est une ville côtière, tranquille. Ça, c'est un exemple d'arrosage des chaussées. Voilà, donc là, c'est l'exemple d'arrosage automatique des chaussées à Lyon, par exemple. Donc avec la ville de Lyon en collaboration avec le Lyon. Et donc là, c'est des impacts qu'on pouvait estimer donc, sur l'évolution de la ville. Donc c'est un peu moins fort que la végétation. C'est pas aussi facile à mettre en œuvre. La végétation, l'avantage, c'est que l'eau, on n'est pas obligé de la mettre au moment où on a envie que c'est là. On peut soit la mettre avant, soit elle est venue directement du ciel par les pluies dans le moment précédent. Donc, c'est quand même un peu plus facile à gérer. Par contre, au centre de Paris, c'est peu difficile. Quelques problématiques qu'on a étudiées sur l'expansion urbaine. Est-ce qu'il vaut mieux une ville dense ou une ville étendue? Sachant que la ville dense, tout le monde la vend en disant si la ville est dense, il y a moins de trajets de transport, on peut mettre plus de transports en commun, et donc on va moins consommer d'énergie. Donc c'est sûr, d'un point de vue atténuation du changement climatique, c'est bien, même s'il y a des études qui montrent que les gens qui vivent dans les villes denses ont un peu tendance le week-end à partir le plus loin possible avec leur voiture ou en avion, et ce qui fait que finalement ça équilibre un peu la consommation d'énergie à l'échelle de la zone. Après, l'îlot de chaleur froid n'est pas si différent entre une ville étendue et une ville compacte. Par contre, ce qu'on voit sur le graphique de droite, dans la ville compacte, on passe beaucoup plus de temps en stress thermique en été. Alors, donc on est plus dans l'année, on a plus de gens qui auront 15, 16, 17 heures en stress thermique, alors qu'en ville étendue, c'est plutôt 13, 14 heures. Donc ça, c'est simplement lié au fait que dans une ville compacte, les gens ils sont au centre, plus vers le centre, et plus vers le centre, c'est là où il fait plus chaud. Et enfin, quand je parlais de l'aménagement, le changement de culture, on peut avoir un impact de l'ordre à 2 degrés sur l'échelle de l'agglomération. Donc là, à droite, on voit les deux images, avant et après, on voit qu'il y a plus de forêts. Mais ceci dit, l'impact principal, c'était le changement de culture. De pratique culture qui permettait de conserver de l'évaporation d'eau par la végétation. Après, réussir à faire changer les cultures de la Beauce des champs de céréales, c'est dans tous les grands céréaliers, vers la culture maraîchère, c'est pas gagné et ça demande sûrement une intervention au niveau de la politique agricole commune pour changer les situations. Parce que ça marche bien. Donc là, on voit bien que c'est juste, nous on a fait un exemple, une étude d'impact en modélisation, et là on est libre un peu de changer de voir l'impact, de voir ce que ça pourrait donner. Par contre, la mise en œuvre d'une stratégie qui permettrait d'une part d'avoir des circuits courts pour l'alimentation en nourriture de la ville, avec beaucoup plus de maraîchers, et beaucoup plus d'alimentation en fruits et légumes pareil, par rapport à la culture locale et une ville plus fraîche en été, ça nécessite peut-être des actions au niveau d'Europe. Donc on voit une interaction d'échelle assez importante au niveau de la gouvernance. Voilà. Donc ça c'était juste un petit résumé de ce que j'avais déjà dit. Et en conclusion et perspective, donc c'est qu'il y a des interactions complexes entre la ville et le changement climatique. Différents leviers d'adaptation existent pour adapter les villes, à plein d'échelles différentes, et plein d'acteurs différents. Et c'est là que toute la complexité. Et qu'il y a des effets, des bénéfices de ces leviers d'action qui sont variables, avec des effets saisonniers qui peuvent être différents. C'est évaluer les stratégies avancées, un exercice complexe, parce qu'il faut avoir des scénarios.
Donc, soit avec des experts, avec les collectivités, avec des modèles, ça, peut-être pour un scénario. Les indicateurs, c'est pas forcément le plus compliqué, mais c'est forcément pas ça. Et après, ce qu'on n'a pas fait, c'est évaluer est-ce que dans la physique, on fait longitudinalement, est-ce que ça se fait, ça se fait. Voilà. Et donc, il y a encore des challenges importants, c'est de réunir des compétences interdisciplinaires pour travailler sur ce sujet, impliquer des partenaires institutionnels, et puis faire le lien avec les politiques urbaines. Voilà. Donc, ce qu'on a vu donc, aux assises nationales de l'énergie, c'est que, voilà, de la part des collectivités, donc l'échelle pertinente de la ville, enfin l'échelle pertinente d'études pour tout ce qui est problématique de consommation d'énergie et d'adaptation, c'est le pâté de maison. Voilà. Donc le pâté de maison, autant vous dire en météorologie, c'est minuscule. Voilà. Les modèles météorologiques de prévision du temps qu'on voit tous les jours, c'est un point tous les kilomètres. Donc c'est pas, on n'a pas le détail de ce qui se passe dans le pâté de maison. Et même au niveau des données urbaines, c'est pas évident d'avoir des informations pertinentes à l'échelle du pâté de maison. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans un projet de recherche en cours, où, donc là c'est l'exemple de la ville de Nantes, où on essaie de définir quels sont les types de bâtiments qu'on a aux différents endroits. Est-ce que c'est des bâtiments comme on a dans le centre-ville, avec des immeubles avec une cour au milieu? Est-ce que c'est des immeubles isolés? Est-ce que c'est des petites maisons attachées? Rien que ça, intuitivement, ça paraît simple. Quand on voit un bâtiment, etc., on sait typiquement le façade. On sait si c'est vrai ça. Avoir ça automatiquement sur toute la France, à partir de la base de l'hygiène, c'est pas évident du tout. Et donc on parlait des géodésiens pour avoir la classification, voilà, ce type d'analyse à l'échelle du pâté de maison, ce qui va permettre après de faire des études d'impact de consommation d'énergie. Et enfin, quelque chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est comment faire le lien avec les politiques urbaines et donc avec les acteurs, ceux qui construisent la ville. Bon, moi je suis chercheur dans le centre de la recherche, c'est pas moi qui vais dire où est-ce qu'il faut construire, ni même ceux qu'il faudrait construire. Je peux juste donner des éléments. Mais voilà, la problématique, c'est comment rendre intelligible l'information microclimatique. Donc ça, c'était ces travaux qui sont menés en fait beaucoup en Chine et au Japon et en Allemagne. Et les précurseurs passent sur les anneaux. Dans la ville de Stuttgart, il y avait énormément de problématiques de qualité de l'air dès l'entre-deux-guerres, dans les années 1930, à cause des usines, alors je pense que c'est Mercedes, qui polluaient énormément. Et donc du coup, il y avait, ils ont, au sein de la mairie, ils ont embauché un météorologue pour leur dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'arranger les choses. Et donc, le météorologue, il a étudié le climat et il a vu où est-ce qu'il y a des zones un peu plus ventées, avec par exemple l'air qui descend de la colline, où est-ce qu'il y a des zones où on ne peut pas faire grand-chose, etc. Et ce qui permet, à partir de cette analyse, qui est ici, en disant, voilà, on prend plein d'informations sur la météo, sur la colline, sur la topographie, etc. Où on analyse les écoulements de manière intelligible sous forme de carte. Et après, il y a une deuxième étape qui est on fait des recommandations. En disant, là, il ne faut pas construire des immeubles de plus de 2 étages parce que sinon ça va freiner, empêcher l'air frais qui vient de la colline d'arriver pour rafraîchir et ventiler la ville ou d'évacuer les polluants. Et donc ça, c'est quelque chose qui maintenant se fait en Chine avec des problématiques, des grandes problématiques de comment essayer d'évacuer la pollution qui est comme vraiment extrême dans les villes chinoises, avec en favorisant la ventilation, en disant là on ne construira pas de gratte-ciel parce qu'il faut que l'air frais de la colline descende. Donc ce qui a été mis en œuvre au début il y a presque un siècle en Allemagne commence à être utilisé dans les mégapoles chinois. Et là, donc c'est ces gens de montant qui vont travailler avec nous, avec le métropole, pour justement essayer d'adapter ça sur les villes françaises et sur Toulouse.
Voilà, donc je vous remercie. Je veux bien poser une question. Personne ne se fait voir. On va voir toutes les fois. Moi, je me demande quand est-ce qu'il y a eu une vraie rupture entre, en vous écoutant, entre une culture de l'environnement. Vous savez, dont on dit toujours que les anciens avaient, mais c'est vrai, mais on faisait une cuisine au nord. Hein, on n'a pas fait une maison avec une cuisine au sud. Enfin, bon, on fait plus attention à tout ça. Et puis, une culture de l'environnement qui n'existe plus. Moi, je prends un exemple sur une cité, une résidence. On sait très bien que les gens qui sont sur le pignon auront plus froid s'ils sont exposés au vent, etc. Et ainsi de suite pour l'étage. Les gens qui sont tout en haut, et les gens qui sont entre deux étages, et c'est pas du tout, je dirais, les mêmes climat dans leurs appartements. Et on a l'impression qu'il y a comme ça un moment où, si on prend des exemples plus collectivement urbains, je pense au tracé des rues des villes. Hein, les villes au bord de la mer en général, les rues étaient en contre perpendiculaires au vent qui arrivait. Quand on a fait la défense, on avait pensé à tout sauf au vent, hein, ce qui explique cette énorme toile au milieu du vent. Quand on parle de politique de transport, etc., même aujourd'hui, on oublie le temps de stationnement d'une voiture. À Paris, c'était, je crois, il y a déjà une vingtaine d'années, je crois que c'était 20 minutes pour trouver une place. Autrement dit, une voiture tournait 20 minutes. Hein, et alors, on a l'impression qu'il y a comme ça l'environnement, c'est quand même fait aussi de micro-facteurs, et puis de facteurs d'urbanisme en général. Et on a l'impression qu'il y a des moments où il y a des choses qui se perdent, et qui sont quand même une culture. Alors, comment réhabiliter ça sans passer dans une culture nouvelle qui oublie carrément l'ancienne, quoi. Bon, alors je sais que c'est pas tellement votre propos, mais C'est mon grand point de chance de voir comment on peut s'adapter à son environnement, l'urbanisme, son environnement. Alors, pour moi, la présence de l'urbanisme dans la construction urbaine, effectivement, des pratiques anciennes, comme vous dites, ça remonte à très loin. C'était déjà le cas chez la construction de la Rome antique. oui, Voilà, enfin, les bâtiments, etc. Tout ça, c'est plus loin. En fait, on ne peut pas dire qu'il y a des choses. C'était très. On prenait en compte l'environnement avant dans la construction urbaine. Ça s'est perdu. Et comment on peut faire pour s'en revenir? Parce que c'est déjà perdu, c'est déjà revenu, ça sert pour nous, enfin, loin d'ici. Donc je vais donner un exemple. Au Moyen-Âge, on a commencé à constituer de plus en plus les villes. Dans les années 1600-1700, pour prendre l'exemple de la ville de Nantes, on avait des quartiers vraiment qui commençaient à être denses, avec des rues très, très étroites, et avec des quartiers où il y avait la noblesse et les riches, le clergé qui était en général sur les hauteurs où c'était bien ventilé, et puis des zones qui étaient complètement invivables, près des rivières où il y avait tous les planeurs, les artisanats chimiques, etc. Et donc là, il y avait des problématiques déjà à ce niveau-là. Ce qui primait, c'était l'économie, même si à l'époque c'était de l'artisanat, et sur l'environnement. Et c'est là qu'est arrivé le mouvement des hygiénistes avec, par exemple, Haussmann, tout connu, où le but c'était de faire des boulevards larges, des coups d'effroi. Donc il y avait des problématiques militaires possibles, mais il y avait surtout des problématiques environnementales, hygiénistes, pour essayer d'améliorer la qualité d'air dans ces villes qui étaient devenues une problème. Et puis après, à nouveau, effectivement, depuis la construction de masse, depuis typiquement la Créteil, là, on peut construire des immeubles en béton partout sans plus se préoccuper de problématiques liées à comment le bâtiment va réagir vraiment à l'environnement, parce que de toute façon, on pourra s'adapter à l'intérieur, maintenant avec des isolations, etc.
Donc ça, effectivement, ça a duré quand même un peu de temps. Hein. Ce qui fait que, par exemple, on a besoin à l'université et au centre météorologique finlandais à Helsinki, on a besoin de climatiser l'idée. Parce que c'est des grandes barres en verre qui donnent plein sud, et donc ça chauffe un max. Voilà. Et dans le tertiaire, typiquement, très souvent, on voit tous ces immeubles de verre avec un côté vert. Là, ça va forcément chauffer énormément à l'intérieur dès qu'il y a peu de soleil. Donc, c'est là qu'on commence maintenant à avoir un mouvement avec une contrainte qui n'existait pas avant le réchauffement climatique. C'est une contrainte qui vient vraiment de l'extérieur, qui oblige à repenser beaucoup de choses sur les circuits d'énergie, sur la façon de construire, etc. Donc, c'est quand même... voilà, la première fois, c'est juste qu'il y a vraiment de l'extérieur qui pose une contrainte environnementale forte sur comment on peut faire pour modifier notre façon de construire. Je trouve qu'on fera celui-là. Alors, je vais juste donner un témoignage avec vous différents ici. Quand on a inauguré le lycée des Arènes, le responsable du budget avait pu constater que ce lycée-là, il avait un budget énergie, clim, chauffage, 10 fois celui de lycée traditionnel. Construction de verre. À Toulouse. Oui, on va pas bouger. Ça a été terrible, il a fallu réviser sévèrement beaucoup de choses. Qui a des questions? Oui, J'en ai eu. Ah, une question. Et je voudrais savoir quel est l'impact sur le réchauffement de la vie de la circulation automobile. Très faible. Donc il y a un impact, évidemment, quand on se promène à côté d'une voiture, il va sentir effectivement qu'il y a un relais de chaleur lié à la voiture. Par contre, par rapport à toutes les autres sources d'énergie, c'est vraiment très très faible. Alors je vais donner des chiffres. Alors, les chiffres c'est des watts par mètre carré. Donc, en fait, c'est une puissance d'énergie qui est relâchée par mètre carré de ville. Alors, typiquement, à Paris intramuros, en moyenne sur la journée, le trafic, c'est à peu près 10 watts par mètre carré de l'énergie. Donc, ça fait quand même de l'énergie. Tout ce qui est lié plutôt au chauffage, là, on est plutôt vers de l'ordre de 50, typiquement en hiver. Voire un peu plus sur Paris, c'est vraiment quand même pour le coup très dense. Le soleil, dont j'ai parlé, c'est sûr, la nuit, le soleil, il apporte zéro. Le jour, à midi, en hiver, il apporte plus de 200 euros par an. Comparé au 10, c'est un peu là le trafic. Et en été, c'est plutôt 1000. Donc, la source principale d'énergie, c'est quand même le soleil. Faut quand même pas le plier, même si on est en nuit. Là, se rappelle une question. On installe de plus en plus de panneaux solaires qui ont quand même une capacité d'absorption élevée. Est-ce que leur multiplication dans les villes ne va pas modifier légèrement les températures? Alors, là, justement, ça tombe bien, j'ai fait une petite leçon par rapport. Donc, sur les panneaux solaires, on pense énergie, d'abord, s'imaginer que les panneaux solaires sont noirs. Qui dit que c'est noir, dire que ça va stocker plus d'énergie et donc chauffer plus. Sauf qu'une partie de cette énergie est transformée en énergie électrique ou énergie thermique. Hein, si les panneaux solaires, c'est des panneaux thermiques, le rendement est assez efficace. C'est de l'ordre de 60%. Ça permet de chauffer l'eau dans le bâtiment. Ça permet, effectivement, on a capté de l'énergie solaire qui rentre dans le système urbain à proprement parler, ça rentre dans le chauffe-eau. Ceci dit, tout à l'heure, cette énergie, elle serait mise de toute façon par la chaudière, sinon. Donc, on peut dire que c'est comme si on était, c'est l'énergie thermique. Voilà. Par contre, voilà, pour les panneaux solaires photovoltaïques, le rendement est moins efficace. Donc là, on va avoir un impact
mais c'est pas l'impact sur les microclimats urbains, c'était de l'ordre de 1 ou 2 dixièmes de degré. Quand dans les études. Donc, l'impact n'est pas si important que ça. On n'était pas des panneaux solaires partout, mais on était quand même, je crois, sur tous les toits au sud de l'agglomération parisienne. Donc, c'était quand même pas mal. Il y a 25% des toits qui étaient. Donc, l'impact, voilà, c'était pour moi essayer de quantifier. L'impact est important en termes de production, mais pas, voilà, les microclimats, c'est pas. Donc on pourra mettre le panneau, on peut encore en mettre. On peut en mettre du point de vue du microclimat urbain. Je ne dis pas que du point de vue des architectes de France, on peut se le faire. Il faut aller voir à quoi. Question? Ah, plus de questions? Alors, vous avez parlé au tout début des villes comme Casablanca ou autres, où on fait du blanc, mais eux, au lieu d'avoir des tuiles, ils ont des terrasses qui sont blanches aussi. Quelle est la différence entre une terrasse blanche en termes de stockage de chaleur et puis une tuile qui absorbe pas mal aussi? C'est moins que les panneaux solaires, mais c'est pas mal. Les tuiles, elles absorbent beaucoup. Oui, les tuiles, elles absorbent, on récupère les 3/4 de l'énergie solaire pareil. Donc après, il y a une partie qui est stockée dedans, et une partie qui sort directement. Et voilà, 3/4. Un toit blanc, ça. Bien blanc, qui n'a pas été. Qui est nettoyé assez régulièrement. Sinon, après, on a un toit gris, et très foncé. Mais un toit blanc, il garde comme un quart de l'énergie. Un toit bien blanc, parce que là, c'est presque pas d'énergie. Mais. Un quart, ça fait 250 watts. Les 3/4, ça fait 750 watts, ça fait quand même 500 watts d'écart. Tout à l'heure, on parlait de l'automobile qui faisait 10 watts au mètre carré. Ça fait quand même 50 fois l'automobile. Ça va faire la tournée à midi. Après, il faut pondérer, parce que souvent, on n'a pas ça il y a plein de temps, c'est un peu réduit, c'est une moyenne sur la journée. Mais ouais, c'est quand même des impacts qui peuvent être importants. Où on en est des groupes d'investisseurs qui vont venir? Ça monte doucement. On en est plus, au moins au niveau des parkings. Parce que Paris, c'est une grande zone véhiculée, en général. Donc, bon, par contre, il y a, les vitesses sont assez limitées, mais facilement faire ce qu'on veut. D'un point de vue revêtement, ou d'un point de vue aménagement, en mettant des arbres, en mettant des tunnels, en mettant des panneaux solaires au-dessus, ça suffit pas mal. Et donc, ce que je fais, les toits froids, les gros là, l'UPI, le travaille pas mal là-dessus, également sur comment paver leur parking, surtout les grands parkings, les zones commerciales, avec des surfaces plus réfléchies. Ça, c'est bien. Après, ces matériaux-là, c'est des matériaux chers de part, mais qui n'utilisent pas forcément très bien non plus. Donc, il y a beaucoup d'études en vieillissement et en vieillissement accéléré pour voir, est-ce qu'ils ne perdent pas trop vite leur propriété réfléchissante, donc en restant dans un environnement urbain. Sorry. Il y a des réglementations au niveau des constructions nouvelles, par exemple, je pense à RT 2012. Est-ce qu'il y a aussi des réglementations au niveau plus urbain? Alors, pour le bâti, il y a les bâtiments anciens, mais il n'y a pas tellement de réglementation. Donc, pour le bâtiment, mais les bâtiments nouveaux, ils sont bien. Ils sont bien pour le chauffage. Si on met que de l'isolant et qu'on réfléchit pas comme ça au plus loin, on va se retrouver avec une bouteille thermos, un bâtiment thermos en PVT qui va capter la chaleur qui va jamais là. Donc, l'ART 2012 et l'isolation, c'est très bien pour l'hiver. Il faut faire attention à comment on construit pour l'été. Après, pour le niveau plus large, là, c'est pas les réglementations, mais c'est pas aussi clair que les chiffres donnés pour la construction dans le bâtiment. C'est plus des plans d'urbanisme. Comment est-ce qu'on peut prendre en compte des effets climatiques ou dans l'aménagement du territoire, à tout en échelle, et là, le problème, c'est plus on monte en échelle, plus on a de problématiques complexes à prendre en compte en même temps.
Voilà, un bâtiment, bah, c'est juste le bâtiment. Dès qu'on est au niveau du quartier, on a tout ce qui est les aspects sociaux, les aspects trafic, les aspects infrastructure, enfin, plus le bâtiment. Mais ça devient beaucoup plus difficile d'avoir des normes dans le sens normatif. C'est plus facile pour chaque élément. Après, quand on arrive au niveau de l'aménagement du territoire, bah là, c'est plus du travail de concentration et de volonté politique d'aller plus ou moins vite vers une réduction des émissions. Voilà. Et tout ce qui est rafraîchissement, adaptation, tout ça, ce qui est dit dans la loi, dans la nouvelle loi sur la transition énergétique, ce qui est dit, donc, c'est qu'il faut prendre en compte l'atténuation. Donc là, il y a des objectifs chiffrés de réduction, je ne sais plus les chiffres en tête, mais de réduction de consommation d'énergie d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, comment on les atteint? C'est à l'échelle du territoire de voir quels sont les moyens mis en œuvre pour atteindre. Donc il y a effectivement des chiffres aussi. Pour l'adaptation, on doit prendre en compte l'adaptation. Voilà. À vous maintenant. Et c'est une remarque à faire un peu question. Vous avez souligné fort justement que un des facteurs importants, c'était les changements du mode de vie. Et faire bien évoluer, par exemple, l'été quand on s'en va, et les oreilles l'hiver pour avoir des apports solaires dans les fenêtres. C'est simple, la fenêtre, il suffit de voir le bouton, ça marche très bien. Alors je voulais simplement donner un exemple de technologie très simple qu'on oublie un petit peu, qui sont lointaines, mais dans l'espace et dans le temps. À Ouagadougou, on peut très bien dormir la nuit avec 37 degrés. Ils ont des ventilateurs qui tournent très lentement. Ils en consomment très peu, je pense, c'est le moyen par la petite vitesse. Ça tourne et on dort très bien à 37 degrés. Donc ça ne rend pas nécessaire forcément la climatisation. Ils ont également, dans les constructions neuves, des toitures décollées où l'air circule sur la toiture, ce qui permet de réduire l'impact de la surface chaude de notre corps. Il y a plein de systèmes comme ça. Je ne crois pas, je suis architecte urbaniste, et je ne crois pas trop au système de technologie. Bien sûr, il y a des systèmes de technologie qui en a très intéressants, mais je crois beaucoup plus, moi. Par exemple, l'hiver, se réfugier dans un espace plus petit qu'on peut chauffer. L'été, au contraire, avoir des pergolas avec des végétations qui va tomber en automne. Donc, les solutions qui sont simples, qu'on connaissait déjà depuis longtemps, et qu'on peut remettre en service, qui sont souples, plutôt que de chercher des systèmes de plus en plus sophistiqués avec des toits que je vais recouvrir. Bien sûr, ça marche, mais je ne crois pas que ce soit adapté à la vie de tous les jours pour tout un chacun. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et en fait l'adaptation de l'homme à ces températures. Là, je ne pourrais pas trop répondre, je ne suis pas spécialisé en santé. Mais après, c'est vrai que d'une population dans un pays les seuils sont pas les mêmes. L'Allemand du Nord va avoir très chaud, peut-être à une température, je sais pas, de 20 et quelques degrés, alors qu'à Toulouse, on a peut-être plus chaud à 35, et dans d'autres pays, ça va plutôt tendance. Donc, ça sous-entend qu'il y a une adaptation naturelle, physiologique de la personne. Enfin, je ne sais pas si ça prend 5 ans ou si ça prend une génération, mais voilà, il y a des adaptations de ce type-là. Après, ça veut peut-être dire qu'effectivement, à l'échelle du réchauffement climatique, peut-être que vos petits-enfants seront adaptés au climat futur qui aura 6 degrés plus. On disait qu'au début du XXe siècle, la température de confort dans les appartements, dans les maisons, était de 14 degrés. Mais ça, c'est chez mes parents. Voilà, pour eux, c'est pas confortable. Moi, un peu moins quand même. À la dernière grande canicule, ce qui était certain, je me rappelle plus des chiffres, je n'en dirai pas parce que je dirais des bêtises, mais ce qui était certain, c'est que les gens qui étaient morts, il y a eu beaucoup de morts, étaient en général au dernier étage, sous les combles, et étaient âgés. C'est-à-dire que les courbes étaient vraiment parlantes d'elles-mêmes. C'était les personnes âgées sous les combles. Tu parles de 2005, c'est ça? Oui, c'était des facteurs aggravants. Oriental Ouest aussi, en général, les
Non, je dis, Marie-Jo, tu parles de la canicule de 2003, c'est ça? Et j'ai vu un parc récemment fait avec dans un même quartier, des mesures de température à l'intérieur dans le nom de la canicule de 2015, avec des mesures dans différents appartements. On voit des différences de plus de 5 degrés, parfois presque à 10 degrés, entre un appartement au rez-de-chaussée face à l'est qui reçoit quasiment jamais le soleil, et des appartements plus hauts, mais c'est pas forcément les appartements qui étaient plus hauts, pour le coup, qui sont ou les plus anciens, qui sont les plus accroissants. Voilà. Là, il y a l'exemple de la thermos, l'appartement thermos qui chauffe énormément en été, qui n'arrive pas à se refroidir. Alors qu'un appartement qui donne sur deux boulevards, qui est beaucoup plus traversant, va se refroidir beaucoup plus. Pour ça, effectivement, il peut y avoir des variations très importantes d'un endroit à l'autre, à l'intérieur des météos, beaucoup plus que ce qui se passe à l'extérieur. Ou la température de l'air à l'extérieur, d'un endroit à l'autre dans le même quartier, ça va être maximum de degrés. S'il y a vraiment des contrastes de pression du soleil avec peut-être des agitations, là, tout ça, on peut peut-être attendre 4 degrés local, mais dans les appartements, pas mal de différences très importantes. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut considérer d'une certaine façon que la distribution des territoires, du fait d'un certain nombre de normes qui ne sont pas seulement des normes climatiques, mais qui sont aussi des normes de foncier ou de territoire agricole, puisqu'il y a un département tous les 5 ans, je crois, qui fout le camp, de terres agricoles. Et je pense à l'article de Nouvelles que tout le monde a vu brutalement dans le monde récemment. Il y avait une page entière qui disait faut-il sanctuariser les terres agricoles. Est-ce que finalement on n'est pas dans un système assez figé, parce qu'on nous parle toujours de milliards d'habitants, etc., dans un système de territoire assez figé. C'est-à-dire qu'on arrive à des limites, quand on met l'un dans l'autre, on arrive à des limites territoriales qui sont inscrites maintenant dans l'histoire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très lourd du fait de différentes contraintes? La contrainte principale, c'est la ville distante déjà bâtie, où c'est pas du tout facile. Si on veut revégétaliser le territoire, c'est quasiment pas possible. Ce qui se fait pas mal, c'est essayer d'éviter effectivement de consommer des terres agricoles, ce qui veut dire essayer de voir dans le territoire déjà urbain, quelles sont les friches disponibles, friches industrielles, terrains vagues, comment est-ce qu'on peut densifier sur du territoire urbain déjà existant qui a changé d'usage, qui était un chef qui est nouveau. En venant là pour vendre des métropoles, je suis passé devant une ancienne fête postale. Donc moi, qui suis arrivé dans les années 90, et ben là, il se postale pendant des années et des années. Et là, je suis passé là, ça faisait longtemps que je suis passé par cette rue-là, et paf, je vois, il y a plein d'immeubles de 2 étages, 3 étages. C'est-à-dire que sur passage, je savais qu'il était parti depuis plusieurs années. Et là, l'usine était restée désaffectée. Et là, maintenant, c'est le renouvellement urbain avec du logement, ce qui permet d'éviter l'expansion. Donc, il y a beaucoup de réflexions, effectivement, au niveau des collectivités sur comment renouveler la ville sur elle-même. Et ça se fait au niveau de toutes les collectivités françaises, mais aussi à l'échelle mondiale pour éviter de consommer trop de territoire. Sauf normes des villes où là, il n'y a pas de planification du tout, et où il y a ce qu'on appelle du bâti informel, où tout le monde est bidonville, où là, il n'y a pas de. Qui après se construisent en mur évoluent après sur un habitat plus endurant. Mais voilà, il y a pour tous dans les pays industrialisés en général, il y a toute cette problématique d'éviter effectivement de voir comment on peut redensifier les centres urbains, ou même justement juste les villes, même si c'est pas les centres, sans pour autant que ça devienne un lieu. Est-ce qu'on a épuisé le sujet? Je vais vous remercier beaucoup.